On va reprendre. Donc je suis très, très heureuse d'accueillir Raphaël Perrin, donc, qui est jeune sociologue, jeune aussi par l'âge, il se trouve, mais jeune dans la carrière, et qui a soutenu récemment une thèse sur les médecins et la pratique de l'avortement, et j'avais l'honneur de présider le jury de cette thèse. Et voilà, et pour dire que un point important que je voulais souligner aussi du point de vue de la recherche, c'est que depuis, il y a eu toute une longue période où il n'y a pas eu de recherche sur le sujet de l'avortement et de la contraception, en tout cas d'un point de vue sociologique, qu'on a repris des travaux, on a relancé tout un programme avec ma collègue Michel Ferrand, dont je parlais tout à l'heure, qui est sociologue au CNRS, et que dans la foulée, il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés. Il y a eu beaucoup de thèses. Il y a un laboratoire genre et contraception qui s'est créé par des doctorantes surtout et quelques doctorants, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie force de recherche dans ce domaine en France, et que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a tous les ans une thèse qui est soutenue sur l'avortement, sur la contraception, sur des enjeux autour de la norme procréative, etc., etc., et qu'on a la chance aujourd'hui en France d'avoir une masse critique de recherche qui nous permet vraiment d'avoir une vision, de produire des connaissances scientifiques et critiques sur le sujet, et qui est quelque chose d'assez, en tout cas, inédit en France. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et le travail de Raphaël est emblématique de cette nouvelle vague de recherche depuis quelques années maintenant sur ces sujets-là. Donc sans tarder, je te donne tout de suite la parole, et pour une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera une vingtaine de minutes pour des échanges et des questions, des commentaires, des critiques, juste après sur la présentation de Raphaël, et bien sûr, si vous le souhaitez, sur celle que j'ai faite aussi avant. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup à Nathalie Bajos pour cette invitation à présenter mon travail, que j'ai été très heureux de recevoir et honoré d'accepter. Et merci au-delà de cela pour les recherches que tu mènes ou que tu diriges, et qui permettent de penser deux choses en particulier qui vont faire écho à ce que je vais présenter aujourd'hui. Tes travaux pionniers autour de la santé sexuelle et reproductive et sur les normes qui encadrent la procréation dont tu as parlé à l'heure précédente, et les travaux que tu mènes autour des inégalités de santé et de leur production. Dans ta leçon inaugurale, tu soulignes trois moments, trois temps trois niveaux de la production des inégalités de santé: l'affection différente des corps, donc la maladie, les accidents, la perception et la lecture des symptômes par les personnes, ce qui va les amener à consulter, et la prise en charge par le système de santé. Et c'est ce troisième moment, cette troisième dimension de la production des inégalités de santé que je vais aborder, détailler aujourd'hui, en questionnant la manière dont la médecine, en soignant, crée des inégalités de santé, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et je vais le faire à partir de ce cas particulier qu'est l'avortement. C'est particulièrement intéressant de penser les inégalités de santé à partir du cas de l'avortement pour deux raisons. Déjà, pour l'avortement en lui-même, pour des raisons politiques et sociales. Comme Nathalie l'a rappelé, c'est un enjeu indissociablement politique et sanitaire, l'avortement. Dans les contextes où l'avortement est illégal, c'est une cause majeure de mortalité. Mais même dans les pays comme la France, où l'avortement est légal, il reste des enjeux politiques et sanitaires qui concernent son accès et son accès égalitaire. C'est intéressant également pour des raisons scientifiques. L'avortement est un cas particulièrement fécond pour penser la production médicale des inégalités. D'une part parce qu'il touche une partie importante de la population. En France, c'est 220 000 environ IVG par an. Ça concerne une femme sur 3 au cours de sa vie. Une femme sur 7 y recourt 2 fois ou plus. Et cette importance de l'avortement, qui touche presque toutes les catégories sociales, à l'exception des personnes sans utérus évidemment, fait que ça se prête très bien à l'objectivation et à l'observation en série des différences de traitement par l'institution médicale. Donc de voir comment les femmes sont prises en charge différemment selon leurs caractéristiques sociales. Puis la deuxième raison qui en fait un élément important sur le plan scientifique, un cas d'étude intéressant, c'est que, peut-être plus que pour n'importe quel autre acte, on pourrait s'attendre, un peu naïvement, à ce qu'il n'y ait pas de variation et pas d'inégalité dans la prise en charge. L'IVG, il n'y a pas de diagnostic sinon de prouver qu'il y a bien une grossesse et qu'elle est située dans l'utérus. Il n'y a pas de dimension pronostique, c'est un acte particulièrement sûr
sur le plan médical, et la loi donne explicitement aux femmes le choix de la méthode d'IVG et de certaines modalités de leur avortement, dans la mesure du respect du terme limite de l'interruption volontaire de grossesse. Donc, ça pose la question de pourquoi, mais surtout de comment les professionnels de santé différencient les parcours d'IVG et l'accès à l'avortement, et c'est ce qui va guider cette présentation. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer, d'exposer les inégalités d'accès à l'avortement contemporaines en France, et dans un deuxième temps, je vais proposer des pistes pour penser la production médicale des inégalités de santé à partir du cas de l'avortement, mais qui peuvent s'appliquer au-delà de ce seul cas. Je m'appuie pour cela sur une enquête de 4 ans que j'ai menée sur la prise en charge de l'IVG et sur le rapport des médecins à l'avortement. Et cette recherche, elle est partie d'un paradoxe qui est celui selon lequel aujourd'hui nous sommes à un moment l'aboutissement de 50 années de réformes successives du droit à l'avortement qui ont considérablement simplifié le dispositif légal de contrôle de l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, les femmes françaises peuvent avorter bien plus facilement que leur mère et que leur grand-mère. Elles n'ont plus l'obligation d'attendre une semaine dite de réflexion. Elles n'ont plus l'obligation de voir une psychologue ou une conseillère conjugale et familiale pour réaliser un entretien psychosocial. Elles peuvent avorter de chez elles, gratuitement, par la méthode qu'elles souhaitent, à des termes plus avancés qu'avant. Les étrangères non résidentes peuvent aussi avorter aujourd'hui, et les mineurs n'ont plus besoin de l'autorisation de leurs parents. Tout cela, du moins en théorie, puisque dans les faits, les rapports publics comme ceux du Haut Conseil à l'égalité, les expériences ordinaires des femmes qui témoignent dans les médias, les travaux de démographes ou de sociologues attestent du fait qu'en pratique, l'avortement reste une pratique procréative stigmatisée, taboue. Les chiffres montrés par Nathalie l'ont montré, le travail de la sociologue Laurine Tizy sur la stigmatisation de l'avortement aussi, mais que l'accès à l'avortement en particulier reste long, complexe, semé d'embûches et inégalitaire. Car certes, la loi autorise toutes les femmes à avorter, à accéder à l'avortement dès lors qu'elles le souhaitent et qu'elles respectent le terme limite de 14 semaines de grossesse pour l'interruption volontaire de grossesse, mais elle pose une condition à cela, le fait que l'avortement doit être réalisé par un ou une médecin, ou depuis 2016 par une sage-femme. Et donc l'accès à l'avortement, les modalités concrètes de sa réalisation, dépendent des professionnels chargés d'appliquer la loi et qui disposent d'une marge de manœuvre dans cette application de la loi. Pour comprendre l'avortement, il ne suffit pas de s'intéresser à celles dont c'est le droit, ni d'ailleurs à ceux et celles qui s'opposent à ce droit. Le militantisme anti-avortement, aujourd'hui, est encore relativement isolé en France. Il faut aller voir ceux et celles dont c'est le travail, observer les pratiques ordinaires, concrètes et quotidiennes de la prise en charge de l'avortement. Alors pour ça, j'ai passé 6 mois à observer le travail des professionnels de santé dans les centres d'IVG, dans 3 centres avec une visée comparative entre un centre d'une grosse métropole française, un centre d'une ville moyenne avec une équipe qui mettait en avant son engagement féministe et pour le droit à l'avortement, et un centre dans un département rural sous-doté en structure de santé. J'ai réalisé des entretiens avec des professionnels de santé de toutes les régions françaises et une enquête qualitative auprès de 1000 médecins. Je ne vais pas m'attarder sur ces quelques éléments de contexte qui ont été en partie abordés par Nathalie pendant sa présentation. Je vais parler d'IVG et non pas d'interruption médicale de grossesse qui peut avoir lieu sous autorisation médicale au-delà du terme de 14 semaines de grossesse. L'IVG, elle a majoritairement lieu dans les hôpitaux encore aujourd'hui, mais avec une part croissante qui se passe dans les cabinets en libéral. Je vais me concentrer sur la question de l'hôpital. Et puis, l'IVG peut être réalisée par méthode médicamenteuse, par prise de médicaments à domicile ou à l'hôpital, ou bien par méthode dite instrumentale ou chirurgicale, par aspiration du contenu utérin au bloc opératoire sous anesthésie locale ou générale. Alors que la loi est la même pour toutes, une des choses que je constate très vite en observant le travail dans les centres d'IVG, c'est une grande variation des parcours d'IVG, des modalités de l'avortement, selon 2 choses, selon les femmes qui le demandent et selon les médecins à qui elles le demandent, ou les centres dans lesquels ils travaillent. C'est-à-dire que l'IVG n'aura rien à voir selon la couleur de peau, la langue que parlent les femmes, leur classe sociale, leur âge, l'endroit où elles habitent, le fait qu'elles avortent pour la première ou pour la 4e fois, le fait qu'elles aient ou non une contraception.
mais aussi selon presque ces mêmes caractéristiques sociales pour les médecins, selon l'âge, selon le sexe, la religion, l'avancement dans la carrière, la formation reçue par le ou la médecin, son orientation politique, son degré d'engagement féministe, et selon quelle, si c'est une femme ou sa partenaire, a déjà avorté. Je vais détailler ces deux niveaux de variation en commençant par celui des médecins et des centres dans lesquels il et elle travaillent. Très concrètement, selon les médecins, il est possible d'avorter déjà plus ou moins vite. En 2016, la loi a supprimé le délai d'attente obligatoire d'1 semaine. Pourtant, dans la plupart des centres, il reste un délai incompressible que les femmes doivent attendre pour pouvoir avorter. Donc, dans les centres où j'ai été, c'était 1 jour dans un des centres, 2 jours dans un des autres centres, entre la demande, la consultation médicale et la prise du médicament ou la réalisation de l'avortement. Et dans le 3e centre, dans une minorité de centres, c'est possible d'avorter dès la demande, dès le 1er jour, puisque la loi ne pose plus de délai obligatoire. Donc, la rapidité du parcours varie. On peut aussi avorter plus ou moins tôt. Dans une minorité de centres en France, il est possible d'avorter dès le 1er signe de retard de règles. Dans la majorité des centres, les médecins contraignent les femmes à attendre que l'embryon soit visible à l'échographie, donc que la grossesse soit suffisamment grosse pour qu'on puisse voir l'embryon ou le sac gestationnel à l'échographie, ce qui contraint d'attendre au moins 3 semaines de grossesse pour la méthode médicamenteuse et pour d'autres raisons, même 5 semaines de grossesse pour la méthode instrumentale. Donc on peut aussi avorter plus ou moins tôt en termes d'âge gestationnel. On peut avorter plus ou moins tard selon les médecins et selon les centres. Il y a des centres qui appliquent la loi, qui permettent l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse, et d'autres centres, pour des raisons de refus des médecins de pratiquer ce geste à des termes avancés, refusent de prendre en charge au-delà de 10 semaines ou de 12 semaines de grossesse. Mais même dans les centres qui appliquent la loi et qui permettent l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse, il y a des différences qui sont liées à des subtilités dans le calcul du terme de grossesse, sur lequel je reviens un peu plus tard dans la présentation, mais qui font des différences jusqu'à 2 semaines d'un centre à un autre, de ce que c'est qu'une grossesse de 14 semaines dans un centre et de ce que c'est dans un autre. On peut avorter aussi à différentes conditions selon les médecins et selon les centres. C'est-à-dire que dans, encore une fois, un grand nombre de centres d'IVG, il est encore obligatoire de rencontrer la conseillère conjugale et familiale pour réaliser un entretien psychosocial, alors que la loi l'a rendu optionnel en 2001. Dans d'autres centres, c'est obligatoire au cas par cas selon les femmes, selon que les médecins estiment que c'est important pour telle ou telle femme. C'est également obligatoire dans certains centres de prendre le premier médicament abortif pour l'IVG médicamenteuse dans le centre devant des professionnels de santé, ce qui était également obligatoire par le passé mais qui ne l'est plus, et ce qui est une pratique qui est non seulement assez infantilisante mais qui contraint le moment de l'avortement et le moment du déclenchement de l'expulsion du fœtus. Selon les centres, il y a également des examens intimes et non obligatoires qui peuvent être imposés, donc par exemple un toucher vaginal obligatoire pour accéder à l'avortement, c'est le cas dans un des 3 centres où j'ai été. Et puis, pour finir, selon les centres, on peut ou non choisir la méthode d'IVG. Donc, dans de très nombreux centres, l'IVG sous anesthésie locale n'est pas possible parce que les médecins ne la pratiquent pas, mais dans beaucoup de centres où les médecins ne souhaitent pas ou n'aiment pas réaliser l'IVG par aspiration, par méthode instrumentale, les femmes sont contraintes ou fortement orientées, on y reviendra, à choisir entre guillemets la méthode médicamenteuse. Donc pourquoi est-ce que des médecins compliquent l'accès par rapport à l'accès relativement simple que prévoit la loi aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais simplement m'attarder sur la principale, qui est l'inertie d'une représentation de l'avortement comme étant un acte grave, dramatique, voire traumatique, qu'il faut prévenir ou, à minima, à défaut, qu'il faut encadrer, plutôt qu'un acte procréatif simple, sécurisé et banal. Ça ne relève pas stricto sensu d'opposition morale et politique à l'avortement qui sont relativement limitées telles quelles aujourd'hui parmi les médecins. Je m'attendais à ce qu'il y ait une position très diffuse parmi la gynécologie, puisque c'est le cas par exemple en Italie où 70% des gynécologues utilisent la clause de confiance et refusent de faire des IVG, qui avait...
de la clause de conscience que le président du syndicat des gynécologues obstétriciens de France en 2018 avait déclaré qu'il n'était pas devenu médecin pour retirer des vies. Voilà, il y avait certains éléments qui me faisaient que je m'attendais à trouver une opposition massive des gynécologues à l'avortement. En réalité, le soutien de principe au droit est très fort, très répandu. L'opposition est plutôt mal vue parmi les médecins, mais c'est le fait de le pratiquer soi-même qui soulève des réticences aujourd'hui. Bon, donc cette représentation de l'avortement comme un acte grave, voire traumatique, elle justifie l'encadrement et la complication des parcours d'IVG. Une phrase que j'entends très fréquemment dans les centres d'IVG, c'est « on n'est pas là pour vider des utérus ». Pas au sens « on n'a pas envie de faire des avortements », mais dans le sens « le cœur de notre travail, ce n'est pas l'interruption de la grossesse, c'est l'éducation contraceptive et c'est l'accompagnement médical, psychologique et social des femmes qui souhaitent avorter », avec l'idée que sans cet encadrement, l'avortement va être traumatique pour les femmes. Donc, accompagner les femmes, ça suppose de les faire venir, de les faire revenir, de leur parler, de les faire parler, de les écouter, y compris lorsque leur souhait à elles, ça pourrait être d'avorter le plus simplement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est les variations des parcours d'IVG selon les médecins et selon les centres. Mais il y a aussi une variation selon les femmes, c'est-à-dire pour un même médecin, pour un même centre, des variations d'une femme à une autre selon leurs caractéristiques sociales, des variations par rapport à la règle générale du parcours d'IVG. Peut-être je vais commencer par vous donner un exemple qui est celui d'une prise en charge infirmière à laquelle j'ai assisté. Donc, dans un des centres d'IVG, l'infirmière est chargée de réaliser la prise de sang et de fixer le moment de la réalisation de l'avortement, donc voilà, aligner le calendrier, le planning du centre avec celui de la femme et de décider du moment où elle va venir prendre le médicament dans le centre. Et elle reçoit 2 femmes à la suite. La première, c'est une femme de 20 ans, blanche, qui, l'infirmière lui demande ce qu'elle fait dans la vie. La femme dit qu'elle est étudiante infirmière. L'infirmière est ravie d'apprendre ça, lui pose plein de questions sur ses études, et elle apprend qu'elle réalise qu'elle a ses partiels de fin de semestre la semaine suivante. Et l'infirmière, d'elle-même, décide d'enfreindre la règle du service qui est normalement d'avoir un jour sanctuarisé d'attente entre la consultation et la réalisation de l'avortement, appelle la personne qui est chargée dans l'hôpital d'emmener les prises de sang au laboratoire d'analyse et lui demande de faire analyser la prise de sang de cette femme en urgence pour qu'elle puisse avorter le jour même, dans l'après-midi. Et l'étudiante infirmière est ravie de pouvoir avorter le jour même. Et voilà. La femme suivante, c'est une femme de 28 ans, noire, nigériane, anglophone, qui vient d'un quartier populaire en bordure de la ville et qui dit d'elle-même, qui demande s'il serait possible d'avorter le jour même, puisqu'elle dit qu'elle habite loin, c'est compliqué de se rendre au centre d'IVG, qu'elle peut attendre toute la journée s'il le faut, mais qu'elle aimerait vraiment pouvoir avorter tout de suite. Et l'infirmière lui dit non, je suis désolée, c'est pas possible, on ne peut pas faire d'exception, c'est vraiment pas possible. La femme insiste et l'infirmière lui offre une fin de non-recevoir. Donc là, on voit une différence de traitement flagrante qui s'explique uniquement par des jugements, une sympathie différenciée de l'infirmière pour ces 2 femmes. Et je vais vous donner un second exemple. J'assiste à une consultation pré-IVG de l'interne en gynécologie médicale qui reçoit une femme qui a 2 jours du délai limite, donc elle est dans les temps pour l'IVG, mais elle est à la limite. L'interne lui demande pourquoi est-ce qu'elle n'est... Donc c'est une femme de classe populaire. L'interne lui demande pourquoi elle n'est pas venue avant, et la femme lui répond qu'elle a un enfant handicapé, que c'est très difficile de le faire garder, et que par ailleurs son conjoint est violent et qu'elle n'arrivait pas à trouver le moment pour venir au centre d'IVG avant. L'interne est bien embêté parce qu'on est vendredi, que le service va fermer, qu'il faudrait prendre cette femme en urgence ou la faire accepter par le service de gynécologie, ce qui suppose de passer quelques appels. Ou bien il faudrait la prendre hors délai la semaine suivante dans le service, ce qui se fait, j'ai pu le voir une dizaine de fois, mais ce qui se fait uniquement quand les médecins estiment que c'est nécessaire pour cette femme ou que quand la femme suscite la sympathie, l'empathie de la médecin, ce qui apparemment n'est pas le cas là. L'interne me le dira après, qu'elle ne croit pas
cette femme, qu'elle pense qu'elle ment sur le handicap de son fils et sur le fait d'être victime de violence, qu'il n'y a pas de signe qui le montre, et qu'elle aurait dit ça pour susciter sa pitié. Donc elle lui donne le contact d'une structure de prise en charge des violences faites aux femmes, et elle lui dit « vous avez dépassé le délai légal de l'IVG », ce qui n'est pourtant pas vrai, et elle termine la consultation. Bon. Ces deux exemples, ils montrent qu'il y a des variations par rapport au parcours normal d'IVG qui concernent trois choses. Ils concernent le fait d'accélérer ou de ralentir les parcours, le fait d'accepter hors délai ou de refuser dans les délais, ce qui peut se faire proche du délai légal. On ne peut pas transiger avec le délai légal à 5 semaines près, c'est quand ça se joue à quelques jours. Et puis, une troisième chose, c'est le fait de laisser le choix des différentes modalités de l'avortement, donc la méthode, le fait d'adopter une contraception, le fait de voir la conseillère conjugale et familiale ou non, ou de contraindre les femmes à le faire. Un deuxième point à traiter, c'est pour qui est-ce qu'on fait varier les parcours au cas par cas. Quelles sont les femmes dont on simplifie les parcours et celles dont on le complique. Et ici, je vais m'appuyer sur le concept de valeur sociale qui a été détaillé par la sociologie de la différenciation des pratiques médicales qui vient de la sociologie interactionniste états-unienne des années 70 et qui a été développée ces dernières années par la sociologie française de la santé et en particulier par Anne Payet. La valeur sociale, c'est un terme qui condense les jugements moraux que portent les professionnels de santé sur les patients et patientes selon leur comportement et selon leurs caractéristiques sociales, et en particulier leur position dans les rapports de classe, de race et d'âge. Il y a des individus, la valeur sociale des individus détermine leur valeur mobilisatrice, c'est-à-dire le fait qu'ils vont réussir à motiver de plus grands efforts de la part des professionnels de santé, qu'ils vont donner envie aux professionnels de santé de faire des exceptions, de mobiliser le service en urgence pour leur venir en aide. Dans le cadre de l'avortement, ce sont les avortantes les plus jeunes, dont on estime qu'elles ne peuvent vraiment pas avoir d'enfants aussitôt, mais ce sont aussi celles qui ressemblent socialement aux professionnels de santé. Donc, en général, plutôt les femmes blanches, francophones, de classe moyenne ou supérieure. Et celles qui s'en sortent de très loin le mieux dans la prise en charge de l'IVG, ce sont les professionnels de santé qui demandent une IVG. J'en ai vu quelques-unes dans le cadre de mes observations. À tous les coups, elles ont pu passer outre toutes les contraintes qui sont posées aux autres femmes. Elles n'avaient pas à faire d'entretien avec la conseillère, elles n'avaient pas à attendre, elles pouvaient prendre le médicament tout de suite chez elles. Voilà, toutes les contraintes du parcours d'IVG ont sauté pour les professionnels de santé. Il y a une caractéristique de ce jugement global, moral sur la valeur sociale des avortantes qui est intéressante dans le cas de l'avortement, qui est le respect des normes sexuelles et procréatives dont a parlé Nathalie Bajos tout à l'heure et qui se décline d'une manière précise dans le cadre de l'avortement, selon plusieurs critères. En fait, pour les professionnels de centres d'IVG, aujourd'hui, c'est légitime d'avorter, c'est globalement légitime d'avorter à certaines conditions, qui sont le fait d'avorter peu, une fois, deux à la limite, avec un peu d'écart entre les fois, d'adopter une contraception jugée efficace par les médecins, donc pilule, mais encore mieux, dispositif intra-utérin ou implant contraceptif, d'avorter à un terme relativement précoce, pas trop proche du délai légal, et de suivre des règles émotionnelles, de sentiments, donc ne pas témoigner d'une détresse trop forte qui laisserait penser aux professionnels de santé qu'il y a un désir de grossesse et que ce qu'ils appellent l'ambivalence, un désir de grossesse qui justifierait en fait de garder la grossesse ou de dissuader l'avortement, mais pas non plus une absence de détresse. Il faut qu'il y ait quand même l'idée l'impression que c'est un acte non anodin. Donc un peu de détresse, mais pas trop. C'est ce qui distingue des bonnes avortantes des mauvaises avortantes, et les bonnes avortantes ont plus de chances d'être prises en charge rapidement, hors délai, ou de pouvoir choisir les modalités de leur avortement. Bon, j'ai déjà décrit les deux exemples, mais ce qu'on peut conclure de ça, c'est que toutes les femmes ont droit à l'avortement en France, mais certaines y ont plus droit que d'autres, ce qui pose une question, cette capacité des médecins à contrôler les modalités de l'avortement alors que la loi les place dans une position de prestataire de service, ça pose un problème, non pas seulement politique, mais un problème sociologique, qui est celui du pouvoir médical. Et c'est ce dont je vais parler dans un deuxième temps, comment, concrètement, les médecins ont cette capacité à contrôler les modalités des soins. Je propose de
définir la domination médicale, je vais vous dire exactement ce que ça implique, comme un rapport social spécifique, et je vais montrer que, à mon avis, c'est un concept intéressant pour penser la production médicale des inégalités de santé, et en particulier dans l'avortement. Parler de domination, ce n'est pas pareil que parler de pouvoir. Le pouvoir, dans la sociologie politique classique, dans la tradition de Max Weber, c'est la capacité à faire, à influer sur le comportement d'autrui, à faire agir autrui d'une manière dont il ou elle n'agirait pas sans notre influence. La domination, c'est le cas particulier où le pouvoir ne s'appuie pas majoritairement sur la coercition, mais où il est soit invisible, soit reconnu comme légitime, naturel ou bénéfique, que les dominés et les dominants y adhèrent consciemment ou qu'ils et elles y soient habitués au point de ne pas le voir. Donc, l'idée que je propose ici, c'est de parler de la domination médicale comme un rapport social spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'agit d'une asymétrie structurelle qui dépasse les simples contextes individuels de soins et qui traverse les différentes expériences du soin, que cette asymétrie permet aux médecins de contrôler les comportements des patients et des patientes, que ce rapport social est doté d'une relative autonomie, c'est-à-dire qu'il interagit avec les autres rapports de pouvoir, le genre, la classe, la race, l'âge, sans en être la simple conséquence, sans en découler mécaniquement, et que les dominants et les dominés, c'est-à-dire ici les médecins et les profanes, ils sont socialisés, c'est-à-dire habitués à ce rapport social qu'ils et elles intériorisent. Concrètement, autrement dit, les médecins contrôlent les comportements, non pas seulement parce qu'ils occupent des positions avantageuses dans les rapports de classe, de race, de genre ou d'âge, mais avant tout parce qu'ils sont des médecins, c'est-à-dire qu'ils ont appris à exercer un pouvoir et à s'y sentir légitimes au cours de leurs études, et que symétriquement, les profanes ont appris, dans les différentes interactions avec l'institution médicale de la naissance à la mort, à obéir, à se conformer au fonctionnement de l'institution médicale, à s'habituer à l'exposition du corps et de son intimité, et ça vaut en particulier pour les femmes qui sont particulièrement médicalisées, notamment à travers du suivi de ce que la sociologue Aurore Coquelin a nommé la norme gynécologique. Il y a 3 causes à cette asymétrie structurelle, je vais aller rapidement là-dessus. La vulnérabilité physique ou psychologique des profanes, donc des situations de maladie, la grossesse, la position d'un savoir expert par les médecins, et la détention du monopole légal de l'accès aux biens de santé par les médecins. Donc les médicaments, les infrastructures et le matériel médical, le droit de pratiquer les avortements. Donc les médecins ont non seulement la compétence, mais les moyens et le droit de soigner. La combinaison de ces différents facteurs crée une situation de dépendance autant que de domination. Alors un dernier point théorique sur la domination, qui est que dire que les dominations dominent ne revient absolument pas à dire qu'ils ne font que ça, qu'ils sont vils, que la médecine est inutile ou que le pouvoir lui-même ne peut pas avoir un intérêt thérapeutique. Le constat du pouvoir ne présume pas de l'usage qui en est fait, qui ici mêle soins et domination évidemment, et par bien des écarts, la domination médicale se rapproche de la relation asymétrique entre parents et enfants, qui mêle à différents degrés bienveillance et assistance d'une part, autorité, contrôle et inculcation de l'autre, et dans certains cas, violence. Bon, très concrètement, qu'est-ce que ça nous permet de penser des inégalités de santé et plus précisément du cas de l'avortement ? Comment les médecins contrôlent les comportements des femmes dans la demande d'IVG ? Il y a 2 niveaux où se joue ce contrôle. Le premier est en amont de l'interaction, dans l'interprétation de la loi par les médecins. J'ai donné plusieurs exemples de définition des règles, du contexte, du cadre de l'IVG, donc définir combien de consultations, la durée des consultations, le contenu des consultations et des parcours d'IVG. Je vais détailler un cas en particulier qui est assez fascinant, en tout cas auquel je ne m'attendais pas avant de commencer l'enquête, qui est le cas de la détermination de l'âge gestationnel et de la limitation du terme jusqu'auquel il est possible d'avorter. La loi précise que l'avortement est possible jusqu'à 14 semaines de grossesse, mais elle ne définit pas comment il faut dater une grossesse. En théorie, il serait tout à fait possible de se fier simplement à la déclaration des dernières règles de l'aménorrhée par les femmes. Dans les faits aujourd'hui, c'est principalement par datation échographique que c'est réalisé, mais même par échographie, il y a une marge d'interprétation. Pour le comprendre, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est techniquement une datation échographique. L'échographie, elle ne donne pas un âge gestationnel. L'échographie, elle donne une image du fœtus in utero, une photo. Or, à un âge gestationnel donné,
les fœtus peuvent être plus ou moins gros, selon une répartition en cloche probabiliste, à quelques millimètres près. Et en fait, les médecins n'autorisent pas l'avortement jusqu'à un âge gestationnel, ils autorisent l'avortement jusqu'à une taille maximale de fœtus, qu'ils, elles, vont définir différemment d'un centre à un autre, selon leurs préférences morales et politiques. Selon que les médecins considèrent plus grave de refuser la demande à des femmes qui sont pourtant dans les délais, mais dont le fœtus est particulièrement gros pour son âge gestationnel, ou selon que les médecins considèrent plus grave d'accepter des femmes qui sont en réalité hors du délai légal, mais dont le fœtus est particulièrement petit pour son âge gestationnel, les médecins vont fixer une taille fœtale maximale jusqu'auquel il est possible d'avorter différente. Si bien que, entre deux centres d'IVG qui font les avortements jusqu'à 14 semaines de grossesse, il peut y avoir une différence allant jusqu'à 10 jours d'un centre à un autre de ce que c'est qu'une grossesse de 14 semaines. Et donc, j'ai assisté dans les 2 premiers centres où j'ai enquêté au refus d'une dizaine de femmes qui avaient dépassé le délai légal d'IVG de quelques jours, alors qu'elles auraient en réalité été acceptées si elles avaient habité dans la ville du 3e centre où j'ai enquêté et qu'elles y avaient fait leur demande. Donc ici, ce n'est même pas une question de transgresser la loi, c'est vraiment dans l'interprétation nécessaire de la loi par les médecins qu'il y a une marge de manœuvre qui rend complètement invisible cette dimension de pouvoir et de marge de manœuvre. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le détail de la datation échographique, c'est impossible d'en avoir conscience et donc de le contester. Donc cette interprétation médicale de la loi, elle est presque jamais remise en question. On remet très peu en question le cadre qui est posé par les médecins. Il a pour lui le poids qu'ont toutes les structures, il paraît objectif, inamovible. Mais quand même, parfois, ça peut être le cas. Qu'est-ce qui se passe dans l'avortement quand une femme ne veut pas attendre, quand elle ne veut pas adopter une contraception, quand elle ne veut pas voir la conseillère conjugale et familiale ou accepter un toucher vaginal? Eh bien, les médecins disposent d'un certain nombre d'expédients qui se jouent dans l'interaction, que j'analyse comme des micro-techniques de pouvoir, et qui reposent toutes sur le capital symbolique des médecins, c'est-à-dire la représentation qu'ils sont des experts compétents et désintéressés. Très concrètement, il y en a plusieurs modalités que j'ai identifiées. Il y a les conseils, le fait de dire « ça c'est super pour vous, c'est le mieux, l'implant c'est génial, non, l'aspiration je vous le déconseille ». C'est la première technique. Mais c'est aussi des menaces de complications sanitaires, notamment sur la fertilité des femmes pour orienter leur comportement. Je vous donne un exemple dans un instant. Ça peut être aussi l'appel à la loi, le fait d'invoquer une contrainte objective, légale, qui s'imposerait aux professionnels autant qu'aux femmes, donc de nier la marge de manœuvre dont ils disposent en disant c'est la loi, c'est obligatoire, c'est le protocole. Ça peut être la maîtrise du temps, donc de jouer sur leur contrôle du calendrier médical, donc par exemple pour faire attendre parce qu'ils estiment qu'une femme doit réfléchir en disant on n'a pas de place, ou pour influencer le choix de la méthode d'IVG dans les centres où les médecins n'aiment pas pratiquer l'IVG par aspiration, mais où ils veulent quand même laisser formellement le choix aux femmes. Ce qui est fréquemment fait, c'est de proposer l'IVG médicamenteuse tout de suite ou le lendemain, et l'IVG instrumentale dans 1 ou 2 semaines, si bien que la plupart des femmes vont choisir la méthode la plus rapide. Et de manière générale, ces différentes techniques s'appuient assez largement sur le mensonge. Tout le monde ment, il n'y a pas de spécificité des médecins par rapport à ça, mais leur capital symbolique fait qu'il est difficile d'envisager, et souvent un peu sacrilège, de dire et d'analyser le fait que les médecins mentent. Je vous donne quelques exemples rapidement. Par exemple, un cas pour faire adopter une contraception efficace à une femme qui n'en veut pas. Donc, c'est l'interne de médecine générale qui reçoit une femme de 18 ans qui réalise sa 3e IVG et qui ne veut pas de contraception. Et la médecin lui dit « Est-ce que vous voulez des enfants plus tard? Parce que là, ça va être compliqué pour vous, 3 IVG, pas de contraception, vous risquez de ne pas réussir à en faire, il faudrait être plus prudente. » Donc ici, en faisant craindre les conséquences sur la fertilité pour la faire choisir la contraception, alors même que cette médecin sait qu'il n'y a pas d'effet de l'avortement sur la fertilité, pas d'effet prouvé. Un deuxième exemple, c'est le fait de faire attendre une femme jugée ambivalente. La gynécologue médicale plus senior, donc elle a 65 ans, qui vient de recevoir une femme et elle soupçonne qu'elle a un désir d'enfant caché. Elle va voir l'infirmière qui est censée programmer le moment de la prise du médicament et elle lui dit « Ne la programme pas trop tôt, il faut qu'elle prenne le temps d'avancer dans sa réflexion, dis-lui qu'il n'y a pas de place pour le moment. »
Donc ça, j'y assiste. Et le troisième exemple, c'est le fait d'imposer un toucher vaginal. Je pense que je ne vais pas avoir le temps qu'on le lise, mais donc dans un des centres où j'ai enquêté, c'est obligatoire pour toutes les femmes d'avoir un toucher vaginal. Il n'y a rien dans la loi, rien dans les recommandations de bonne pratique autour de ça. Et c'est un exemple de comment c'est imposé à une femme qui dit pourtant qu'elle n'aime pas les examens gynéco. Par ailleurs, c'est une femme qui a été victime de viol, qu'elle n'aime pas trop les examens gynéco, qui redemande si c'est obligatoire, et la sage-femme qui lui dit oui, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Et c'est en plus une femme de 20 ans, donc elle n'a même pas l'âge à partir duquel il est recommandé de faire des touchés vaginaux. Bon. Pour conclure sur la manière dont les médecins contrôlent les comportements, les conduites des femmes, le consentement tel qu'il est pratiqué correspond davantage ne correspond pas du tout à une adhésion libre et éclairée que théorise le Code de déontologie médicale. Et comme dans le cadre des relations sexuelles, l'asymétrie du rapport de domination médicale brouille la question du consentement. Certes, il n'est pas si souvent transgressé ouvertement, mais il est largement produit en amont de l'interaction et dans l'interaction médicale. Bon, mais penser la domination médicale telle que nous l'avons définie, ça a aussi deux autres implications. La première, c'est de regarder l'apprentissage et l'intériorisation du rapport de domination par les médecins. Devenir médecin, ce n'est pas seulement apprendre à examiner, à ausculter, à poser un diagnostic et à opérer, mais c'est aussi intérioriser des manières de faire, de penser et de sentir qui correspondent à leur position dans le rapport de domination. C'est apprendre à exercer le pouvoir et à s'y sentir légitime, et ça ne va pas de soi. Et au cours de mon observation, je vois les internes qui apprennent par la pratique à exercer un pouvoir avec lequel elles ne sont pas à l'aise en début de stage et beaucoup plus à la fin du stage. Donc je vois par exemple l'interne de gynécologie se faire engueuler par les infirmières ou par les médecins seniors parce qu'elle n'a pas forcé une femme à voir la conseillère conjugale ou parce qu'elle n'a pas réalisé un toucher vaginal alors que la femme ne le souhaitait pas. Donc ici, il y a un apprentissage pratique, scolaire presque, du paternalisme par les médecins, de l'apprentissage de l'individualisation des soins qui est aussi, in fine, un apprentissage de la discrimination. Mais penser la socialisation des médecins, donc l'apprentissage de cette position de pouvoir, c'est aussi penser l'hétérogénéité de la profession médicale. C'est très important de le souligner. La médecine n'est pas une profession complètement homogène. Il y a des parcours, des trajectoires professionnelles différentes au sein de la médecine et aussi des influences non professionnelles, des socialisations non professionnelles qui définissent des manières d'exercer la médecine différentes selon les médecins. Selon la génération, il y a une évolution générationnelle des pratiques en gynécologie en particulier. Selon l'expérience profane de l'avortement, les médecins qui ont eu recours à l'avortement ne pratiquent pas l'avortement exactement de la même manière que les autres, dans ce que j'ai observé. Il y a une plus grande attention portée à l'autonomie des femmes et à la décision des femmes. Selon la socialisation politique des médecins, donc les médecins qui ont un engagement féministe ou politique priorisent beaucoup plus souvent, dans ce que j'ai observé, le choix et l'autonomie des femmes. Et dans certains cas, dans un des centres, il y a même une théorisation du fait d'avoir une pratique médicale non discriminante, et j'observe une différenciation des pratiques selon les femmes beaucoup plus faible. Donc il y a vraiment une importance de la formation médicale et des influences extérieures aussi à la médecine sur les pratiques des médecins. Puis le dernier point, c'est qu'il faut considérer, pour penser les inégalités de santé, il faut considérer l'intersection de la domination médicale et des différents rapports sociaux, donc de genre, de classe, de race et d'âge. Et ce qui apparaît dans la prise en charge de l'avortement, c'est que la capacité à contrôler les modalités de son avortement sont très différentes selon les femmes qui ne sont pas contraintes ou non, qui ne consentent pas ou non, mais plus ou moins selon qui elles sont. Et la mobilisation des techniques de pouvoir que j'ai identifiées varie. Donc on ment plus à certaines femmes, on impose plus des actes intimes à certaines femmes, une contraception, un entretien psychosocial qu'aux autres. Je vais vous donner un dernier exemple, qui est celui d'une consultation post-IVG à laquelle j'ai assisté. Donc l'avortement a été fait, la gynécologue médicale reçoit une femme, qui est d'abord une femme blanche de 25 ans, elle l'interroge sur comment s'est passé l'avortement, sur le fait qu'elle a encore éventuellement des douleurs ou des saignements, et elle lui lit les résultats de la prise de sang, qui indiquent un taux d'hormones qui montre avec certitude que l'IVG est réussi. Et la médecin elle lui dit « Le taux d'hormones est très bon, est-ce que vous préférez que je fasse un examen pour vous confirmer le succès ou est-ce que c'est bon ?» Et on se dit au revoir.
Et la femme décline la proposition, la consultation s'arrête là. Il y a une deuxième femme qui entre pour une consultation post-IVG, elle a une trentaine d'années, elle est racisée, elle porte le voile. Tout se déroule à l'identique, à la différence que cette fois, la médecin ne laisse pas à la femme le choix de l'examen. Elle lui demande de se dévêtir partiellement, l'installe sur la table d'examen, réalise un toucher vaginal et une échographie par voie vaginale, alors même que le taux d'hormones était tout aussi, entre guillemets, bon. Et elle m'explique après la consultation, je lui demande pourquoi cette différence. Et elle me dit, je les examine toutes de principe pour pas qu'elles repartent en se disant, mais peut-être... Donc même si je suis sûre que l'IVG a marché, je le refais, c'est plus vite fait. Celle d'avant, elle est plus structurée mentalement, et la forcer à avoir un examen gynéco, c'est plus difficile. Elle va avoir mal et tout, mais la plupart, c'est plus vite fait de les examiner que de papoter. Donc elle a estimé que la première femme était plus structurée mentalement que la deuxième, et donc elle pouvait comprendre que le taux d'hormones était bon et qu'il n'y avait pas besoin de faire l'examen gynéco, alors que la seconde n'avait pas les capacités mentales pour le comprendre, qu'il fallait lui faire comprendre par l'examen en fait, que ça avait marché, alors qu'il n'y avait pas d'éléments langagiers qui permettaient de faire cette différence. C'est vraiment, en tout cas que moi j'aurais saisi, c'est vraiment une différence liée aux caractéristiques sociales de ces deux femmes qui a entraîné cette différence de pratique. Donc le consentement, la recherche du consentement libre et éclairé, c'est une norme professionnelle contraignante que face à certaines femmes. Les femmes qui occupent une position dominée dans les rapports de classe et de race, les plus jeunes, celles qui s'écartent aussi des normes sanitaires et sexuelles, ne sont pas jugées aussi responsables et capables de prendre des décisions éclairées que celles qui seraient structurées mentalement. La charge morale du paternalisme est plus faible pour ces premières femmes, ça devient un devoir professionnel de leur imposer la raison médicale, y compris quand elle va à l'encontre de leurs demandes explicites. Et puis, la deuxième et dernière chose qu'on trouve en prêtant attention au croisement de la domination médicale et des autres rapports de pouvoir, ce sont les violences médicales, qui ont plus de chances de survenir quand les patientes occupent des positions socialement dominées, donc les femmes, les enfants, les femmes racisées, les femmes qui appartiennent aux fractions les plus précaires des classes populaires, les personnes handicapées ou les minorités de genre ou sexuelles. Dans les centres d'IVG que j'ai observés, ça a principalement pris la forme de la familiarité que les médecins, et d'ailleurs d'autres professionnels de santé aussi, s'autorisent avec certaines femmes et certaines femmes seulement. Et cette familiarité, elle a pu verser dans des formes d'humiliation et, dans le cas d'un médecin homme, de sexualisation des patientes. C'est particulièrement frappant pour les femmes racisées et a fortiori allophones, qui non seulement sont moins bien traitées médicalement, elles ont un moins bon accès à l'IVG du fait de stéréotypes racialisants, le syndrome méditerranéen, l'idée que les femmes originaires d'Afrique auraient une sexualité plus à risque de contracter des MST. Elles sont aussi moins bien soignées en raison de la non prise en compte de leur allophonie et du refus des professionnels de santé de recourir à l'interprétariat, mais aussi parce qu'elles sont traitées avec moins de respect dans l'interaction. Et j'ai pu accéder à des prises en charge, j'ai pu observer des prises en charge ouvertement racistes, des femmes qui ont un patronyme africain qui sont accueillies avec des chansons détournées de leur nom à partir de chansons françaises comme Mélissa Métissa d'Ibiza ou Salma Ya Salama. Bon bref, en conclusion, pour penser que les inégalités qui sont liées à l'avortement ne se résument pas à des inégalités territoriales, même si elles existent, mais elles ne se résument pas à des inégalités territoriales qui seraient liées à l'offre et à la structure de soins, mais également aux pratiques concrètes des professionnels de santé qui pourtant sont favorables au droit à l'avortement, mais qui, pour un certain nombre de raisons, dans leur prise en charge quotidienne, maintiennent, reproduisent des barrières et des inégalités de traitement. L'analyse sociologique de la manière dont les inégalités de santé sont créées par l'institution médicale a un intérêt qui est à la fois scientifique, médical et politique. Il montre l'importance de la formation des médecins et de leur prise en compte des rapports sociaux, puisque considérer l'hétérogénéité de la médecine, c'est aussi voir que les médecins peuvent faire une différence, que les médecins qui sont formés au fait que la société est structurée par des rapports sociaux de pouvoir ont de meilleures chances de ne pas reproduire les inégalités de santé, voire peut-être de les atténuer. Ça a aussi un intérêt pour la définition des politiques publiques et des luttes politiques pour les droits reproductifs.
le discours sociologique vient compléter deux autres types de discours répandus sur l'avortement. Le premier, c'est le discours glorificateur des pouvoirs publics qui tendent à exagérer les acquis, à considérer comme achevée la lutte pour l'avortement et pour la lutte pour l'autonomie reproductive des femmes, en ne voyant du droit que sa lettre et en ne considérant pas l'application limitée et inégalitaire du droit à l'avortement. Le second discours, à l'inverse, c'est le regard sombre porté à raison sur l'état actuel du droit à l'avortement et de ses évolutions, regard bien compréhensible au regard de l'évolution de ces dernières années, mais qui, en se concentrant uniquement sur ce qu'on pourrait perdre, conduit parfois à oublier ce qu'il reste à améliorer dans la situation actuelle. Et le travail sur l'accès à l'avortement en France donne des pistes pour celles et ceux qui souhaitent avoir une politique non seulement défensive de ne pas perdre le droit à l'avortement, mais de continuer à rendre ce droit plus effectif, plus égalitaire ou à continuer à le développer. Et puis pour terminer, peut-être que c'est intéressant à partir de ce cas de considérer que les inégalités de santé ne se limitent pas à la prescription, au fait d'accéder aux soins ou non, aux différences de mortalité, mais aussi à la manière d'être traité, d'être considéré et de contrôler les conditions et les modalités de ces soins. Et donc on pourrait inclure la question des violences médicales dans une réflexion sur les inégalités de santé, en considérant que la domination médicale et la différenciation des pratiques qu'elle rend possible font bien plus que créer des différences d'accès aux traitements médicaux, et qu'à côté d'autres institutions comme l'école, l'Église, la police ou la justice, la médecine contribue au processus de production et d'intériorisation des hiérarchies sociales, qu'elle n'est pas une simple courroie de transmission des rapports de genre, de classe, de race ou d'âge qui la dépassent, mais participe à les former en faisant de ces différences des marqueurs signifiants de supériorité ou d'infériorité et en y socialisant les patients. C'est-à-dire en considérant, et je terminerai là-dessus, non pas seulement ce que l'ordre social fait à la médecine, c'est-à-dire comment les inégalités de santé se répercutent dans l'accès aux soins, mais bien aussi ce que la médecine fait à l'ordre social, c'est-à-dire comment la domination médicale institue et reproduit des inégalités qui sont non seulement sanitaires, mais aussi sociales. Merci pour votre attention.